Revolución hoy. Au cours de l'année 1918, les tchéquistes arrêtent et exécutent 3000 prêtres, parfois en leur faisant avaler du plomb fondu pour leur faire expier leur religion. C'est ainsi que la Tchéka a transformé les monastères désertés en prisons et lieux d'exécution. Début 1920, la Tchéka s'installe en plein cœur de Moscou, dans un vaste immeuble, place de la Loubianka. Le sous-sol est réaménagé en cellules d'interrogatoire et d'exécution. L'année suivante, alors que la guerre civile a été remportée, les effectifs de la Tchéka sont passés de 600 agents à 260 000. C'est le dernier chiffre connu, après quoi les effectifs des tchéquistes resteront secrets. Ils quadrillent les villes. Beaucoup de personnes sont arrêtées pour des motifs inconnus. Elles ne réapparaîtront plus, comme si elles n'avaient jamais existé. À partir de 1922, la Tchéka prend le nom de GPU, acronyme signifiant « Direction politique d'État », même si les hommes de Dzerzhinsky continuent entre eux à se dénommer tchéquistes. Le GPU attire tous les opportunistes qui n'ont pas peur de se salir les mains, ou tout simplement aiment ça. Comme un certain Lavrenti Beria. Né en Géorgie dans une famille très pauvre, Beria est un talent précoce. Âgé de 18 ans au déclenchement de la Révolution, il a pris l'initiative d'infiltrer les élites géorgiennes en se faisant passer pour un militant anti-bolchevique. Puis, il a livré à la Tchéka les noms de tous les notables à exécuter. Le jeune manipulateur a été aussitôt recruté par la Tchéka géorgienne, dans laquelle il gravit les échelons à la vitesse de l'éclair. Suivant l'exemple de son patron Dzerzhinsky, Beria est un jeune chef local qui en impose, en torturant et liquidant lui-même les suspects les plus importants. Félix Dzerzhinsky a succombé à une crise cardiaque. Dzerzhinsky est remplacé par deux tchéquistes de la première heure, Vyacheslav Menjinsky, un homme malade du cœur, et son adjoint, Genrik Yagoda, sur lequel va reposer l'essentiel des responsabilités. Le parti lui organise des funérailles grandioses, à la dimension des services rendus. Dzerzhinsky laisse derrière lui une machine répressive implacable et paranoïaque qui va jusqu'à terroriser ses propres membres. Chaque tchéquiste, quel que soit son rang, travaille sous la menace d'un dossier à charge où sont inscrits son passé, ses faiblesses, ses erreurs. Aucun n'est à l'abri d'un interrogatoire et d'une arrestation. De son côté, le tchéquiste modèle Lavrenti Beria poursuit son ascension. Ce travailleur infatigable est nommé en 1927 à la tête du GPU de toute la Géorgie. Désormais maître absolu en son royaume de Tbilissi, Beria reste dévoré d'ambition. Le Géorgien a pris soin de placer ses pions jusqu'au Kremlin, où il est chaperonné par un membre du Politburo, Anastase Mikoyan, fidèle complice d'un autre Géorgien qui vient justement d'écarter tous ses concurrents au pouvoir, Joseph Staline. À partir de 1929, Staline établit peu à peu sa tyrannie personnelle et les tchéquistes vont devoir passer à la vitesse supérieure. Pour commencer,
le guide a décidé de collectiviser l'agriculture soviétique. Pour que 110 millions de paysans, soit les 3/4 de la population du pays, abandonnent leurs terres et se regroupent dans des fermes collectives, les tchéquistes vont devoir se montrer très persuasifs. Le GPU va ainsi exécuter 30 000 paysans après les avoir décrétés koulaks, c'est-à-dire paysans riches. Même si dans des campagnes où le riche est celui qui possède une simple vache, les koulaks tels que fantasmés par la propagande n'existent pas. La résistance à la collectivisation est particulièrement forte en Ukraine, le grenier à blé de l'Union soviétique. Pour en venir à bout, les tchéquistes déportent 110 000 paysans ukrainiens, notamment vers le complexe carcéral des îles Solovki sur la mer Blanche, où ils doivent être rééduqués par le travail. Les déportés arrachés à leurs terres sont si nombreux que le GPU crée en 1931 une nouvelle branche à son arsenal répressif, le goulag. En 2 ans, les tchéquistes ont ainsi brisé la résistance des paysans à la collectivisation. Mais la collectivisation ne fonctionne pas. Les rendements baissent dangereusement, tandis que les récoltes sont soumises à des quotas de réquisition totalement disproportionnés. Suite à une récolte catastrophique en Ukraine, les fermes collectives en sont réduites à livrer leurs semences à l'État. Et elles n'auront plus rien à semer pour l'année suivante. Une terrible famine s'abat sur l'Ukraine. Staline exige pourtant que les quotas de réquisition soient maintenus. Le 20 novembre 1932, les fermes collectives qui ne peuvent pas payer en grains doivent payer en viande. Mais il n'y a plus de viande depuis longtemps. Une semaine plus tard, les tchéquistes sont chargés d'inscrire les villages qui ne livrent pas leurs quotas au tableau noir. Leurs dernières réserves en grains sont confisquées et les paysans ont interdiction de sortir de leur village pour se ravitailler. Quant aux conséquences de cette ultime sentence, les tchéquistes n'ont pas le droit d'en faire état par écrit. Les méthodes pour briser la paysannerie ukrainienne ne regardent personne, et le secret doit être conservé. Mais au printemps 1933, le journaliste britannique Gareth Jones parvient à se rendre clandestinement en Ukraine. Depuis 1929, Gareth Jones en est à son 3e reportage sur place. Un territoire qu'il ne reconnaît plus. La campagne est parsemée de cadavres que plus personne n'enterre. Au moment où le journaliste s'enfonce dans cette région coupée du reste de l'Union soviétique, les Ukrainiens meurent au rythme de 10 000 par jour. Et comme il n'y a plus rien, ici ou là, on tuera le petit dernier pour nourrir une fratrie. Parfois, c'est une mère qui se sacrifie en priant ses enfants de la manger. Le phénomène prend une telle ampleur que le GPU exécutera 3000 paysans pour cannibalisme. Par plusieurs articles très détaillés dans le Guardian, Gareth Jones révèle l'étendue de la famine ukrainienne et accuse le Kremlin d'en être directement responsable. Moscou dément catégoriquement l'existence d'une telle famine et accuse le journaliste d'anticommunisme.
La vérité, révélée par Gareth Jones, se heurte au mur infranchissable de la propagande qui martèle inlassablement la version officielle. La collectivisation est un formidable succès. L'image est mise au service du mensonge d'État dans des proportions désarmantes. Si la propagande montre quantité de moissonneuses, c'est qu'en réalité, il n'y en a pas. Et si elle dit que la récolte a été excellente en Ukraine, c'est qu'elle a été catastrophique et que les gens meurent de faim. Le pouvoir soviétique est ainsi parvenu à assassiner froidement 4 millions d'Ukrainiens, dans le secret le plus déconcertant. En 1934, le chef du GPU, Vyacheslav Menjinski, succombe à son tour à une crise cardiaque. C'est son second, Genrik Yagoda, qui prend la direction du GPU, bientôt renommé NKVD. Le NKVD est la colonne vertébrale d'un État soviétique qui maîtrise désormais la propagande dans des proportions inédites. Les tchéquistes sont les protecteurs d'un bloc de mensonges inébranlable. Et ils vont maintenant parachever la domination absolue de Staline sur le parti. Tous ceux qui ont suivi Lénine avant la Révolution sont des intouchables. On les appelle les vieux bolcheviks. Ils vont être la prochaine cible. Genrik Yagoda, qui vient ici inspecter les travaux du goulag, doit liquider en priorité les vieux bolcheviks les plus importants. Yagoda ordonne au NKVD de les arrêter sur la base de preuves falsifiées. Il organise ensuite des procès publics au terme desquels les accusés, détruits psychologiquement, vont avouer leurs crimes imaginaires et seront exécutés. Можно было показать несколько. Во-первых, жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится. Lavrenti Beria, patron du NKVD de Géorgie, est désormais un intime du guide. Il est responsable de la sécurité personnelle de Staline lorsque celui-ci passe ses vacances dans sa Géorgie natale. Beria, ici avec la fille de Staline sur les genoux, s'est particulièrement illustré dans la liquidation des vieux bolcheviks géorgiens. L'ambitieux tchéquiste a le profil idéal pour se hisser un jour ou l'autre à la tête du NKVD soviétique. Mais en 1936, le guide va choisir une autre créature du NKVD pour remplacer Genrik Yagoda et mener à bien l'étape suivante. Nicolas Yezhov. Un être paranoïaque, pervers et atteint de tant de maladies infectieuses qu'il est étonnant qu'il tienne encore debout. Sur ordre de Staline, Nicolas Yezhov va faire exécuter la quasi-totalité des généraux de l'armée rouge et les 2/3 du comité central du parti. Mais cette purge du pouvoir soviétique n'est que la partie visible d'une nouvelle opération démesurée et totalement dissimulée.